national du tourisme tunisien, fier partenaire de Partir autrement. Au lieu du tourisme, l'île de Djerba offre ce que beaucoup de voyageurs recherchent. Une plage de rêve et un soleil radieux. Et les grands hôtels alignés sur la côte sont là pour répondre aux moindres besoins de cette clientèle. À Partir autrement, nous vous proposons d'explorer cette région de la Tunisie de manière différente et de découvrir le Djebel, cette barrière naturelle entre la mer et le désert. De Tunis, j'arrive à l'aéroport de Djerba. Je me dirige aussitôt vers le port et j'attends le traversier qui m'amènera sur le continent. J'adore les traversiers. On met le pied en Afrique. Tadam! Je m'aventure dans le Djebel tunisien. La région est réputée pour ses habitations souterraines. Installées dans des grottes ou creusées dans la roche, on les appelle troglodytes. Hey. Ça va? Ça va très bien, Habib. Merci infiniment. C'est bien gentil. Salut. Merci. Bonne journée. Bonne chance. Chechmi. Monsieur. Salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Merci de nous accueillir chez vous. Enchanté, monsieur. Bruno. Bruno, vous en Bruno. Je m'appelle Hachmi. Oui, ça je sais. Enchanté. Bruno, merci. Vous passez la nuit ici? Oui, avec vous. Alors ça, là où vous allez passer la nuit? Ici, c'est la maison d'hôte. Ça, c'est la maison d'hôte. D'accord. Est-ce que la famille habite aussi ici? Notre maison, c'est là, comme vous voyez. Ça, c'est notre... J'habite ici avec ma famille. D'accord. Alors, vous êtes plus ou moins avec nous. Alors, je vous montre notre maison. Bien sûr. S'il vous plaît. Après vous. Merci beaucoup. Ça, c'est pour moi. Tout ça, c'est pour moi. Parfait. Toute la maison ce soir, c'est pour vous. Merci. Merci. Ça, c'est la chambre à coucher. Ça. Je peux poser mes choses tout de suite? Oui, bien sûr, oui. Moi, c'est Bruno. C'est ma sœur, Mbaka, ça s'appelle. Mbaka. Ça, c'est ma femme. Bonjour. Mougia, ça s'appelle. Enchanté. Mougia. Mougia, oui. Regardez les couleurs qui changent, là. Wow! Hey, quelle vallée extraordinaire. Ça, alors, ça, c'est la maison, vous voyez. Je m'excuse, c'est en train de... Ben oui, c'est de la construction. C'est la construction, on n'a pas encore terminé. Vous voyez. Il y a du boulot, mais ça c'était fait ou c'est vous qui avez... Non, il y a des gens spéciaux pour ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Ça, c'est une cuisine pour nous. Ce sera une cuisine? Ce sera une cuisine. Et de là, ce sera une salle à manger. C'est traditionnel, quoi. C'est pas de chaise, pas... Et en face, vous êtes en train de... En face sont les chambres à coucher. Ça, c'est... C'est un manoir? Oui, c'est troglodyte, ça, c'est... Bien sûr. Il n'y a pas de fenêtre. Regardez ça. Alors là, on a une suite, disons. Ah, mais ça, c'est l'expérience troglodytique. Oui, comme c'est vrai. La température vient de descendre d'à peu près 10 degrés. Pourquoi vous avez privilégié la maison d'hôte plutôt qu'un petit motel? Oui, parce que je préfère travailler en famille. Donc, ça vous permet à vous aussi de faire de belles rencontres? Oui, c'est à 4 ou 5 personnes qui arrivent, on peut toujours rester ensemble, on peut bavarder, on peut manger ensemble, on peut vivre comme en famille. Vous
préférez accueillir Les gens chez moi. un Canadien solo qui arrive à Mobilette qu'un grand autobus climatisé. Oui, oui, bien sûr, oui. Moi, j'aimerais bien passer un moment avec vous à la cuisine, si c'était possible. Oui, Avec moi, vous et je prépare à Mojia. Oui, Ouais. oui, monsieur. J'aimerais ça que vous m'enseigniez à préparer quelque chose que vous mangez ici. Je sais pas, un pain ou un... Demain? Demain? Oh. Ben oui, c'est parfait. Les gens que vous accueillez peuvent venir comme ça en cuisine aider Mojia? Généralement, les gens qui viennent chez moi, ils viennent pour une demi-pension. Vous me montrez comment faire une brique. Une brique aux œufs. Je vais vous regarder. Je vais vous regarder, Mojia. Allez-y. Comment on fait? Crac, cric, crac, crac, flouc, flac. Comme ça, je casse l'œuf. Crac, pop. Ah, et voilà. Nous y voici. Ah non! Pour une fois que c'est pas moi qui fais la gaffe. Donc, je brise l'œuf et je le jette sur la table, c'est ça? C'est fini? Parfait. Ça, c'est le genre de recette que j'aime. Le brick aux œufs, c'est un... On mange ça... C'est comme hors d'œuvre. C'est à la place de la salade ou à la place d'autre chose, on mange des briques. Je le referme. Oui. Je pense que le secret est dans la pâte, hein? Est-ce qu'on révèle le secret? C'est bon. Je peux vous aider à servir ou je m'en vais à la cuisine? Ah, tu vas t'en... Ouais, fly. Super. Bon appétit. Bon appétit. OK, allons-y. Oui, merci. C'est comme ça qu'on mange le pré-cuit. C'est comme ça? Oui. Je fais ça instinctivement. Ma visite débutera par la découverte d'un ksar, ces villages fortifiés qui servaient autrefois d'habitation ou de grenier. Quelle est la particularité du ksar où on se trouve? Bon, c'est l'un des ksars assez récents, c'est-à-dire qui date de 3-4 siècles. Donc c'est les temps modernes. Expliquez-nous pourquoi est-ce que le ksar est bâti de cette façon. D'abord, les toits, pourquoi sont-ils ronds? C'est pour s'adapter au climat, parce que les rayons solaires, lorsqu'elles tombent obliques, c'est moins chaud. Donc ces cellules-là, à l'époque, servaient à conserver des aliments? Essentiellement, les ksars de ce type-là sont faits pour emmagasiner, pour ensiler les produits agricoles du terroir. Donc les gens n'habitaient pas les ksars? Non, le ksar n'était pas pour habiter. Et vous constatez que les cellules ont une ouverture, et puis à la fin, à l'intérieur, au fond, il y a une autre ouverture qui fait circuler l'air. Là, c'est une partie de la cellule. On appelle ça une khanaba. Une? Khanaba, un petit coin où on conserve les produits. Une petite cellule, oui, oui, avec les clous de bois. À l'époque, est-ce qu'il y avait un marché? Est-ce qu'on tenait un marché dans ce lieu-ci? Généralement, le ksar, ça s'anime surtout le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que le vendredi, c'est la journée de la prière d'ensemble, la communauté ensemble, le jama'a. Et tous les paysans des environs se regroupent le vendredi dans le ksar pour faire leurs affaires, pour vendre leurs produits, pour ensiler leurs produits, pour faire descendre leurs produits, pour aller consommer. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est comment ils faisaient pour grimper au 4e? Parce qu'il n'y a pas d'escalier à l'intérieur. Ben, ils grimpent en utilisant ces petits bouts de bois. C'est comme un mur d'escalade. Oui, mais c'est de l'escalade, c'est de l'alpinisme. Ouais. Si le touriste veut avoir un comportement peut-être plus responsable, de quelle façon est-ce qu'il doit s'y prendre?
Il doit visiter les Ksar qui sont encore à l'état naturel. Il y en a qui sont délaissés, qui tombent en ruine maintenant. Est-ce qu'il y a un groupe qui fait des efforts pour essayer de restaurer tout en conservant le... Il y a des associations comme la mienne, il y a d'autres associations dans la Légion qui sont en train de dire leur point de vue sur ça. Mais, vous savez, le capital prime toujours. Hein? Le capital, il peut faire tout. Je dis toujours que ce qu'on a ici comme patrimoine humain est plus important que les pyramides d'Égypte. En ce sens, les pyramides d'Égypte ont été faites pour la sépulture d'une personne. Là, l'effort humain qui a été donné, c'est pour la vie d'une population. Vous faites de la peinture depuis longtemps? Depuis presque 3 ans. 3 ans? Oui. Vous avez étudié? Non, je prends tout seul. Quelqu'un m'a dit que vous étiez capable de grimper au mur. Oui, j'étais grimpé, oui. C'est vrai? Oui. Si vous voulez, je te le montrer maintenant. Mais vous n'allez pas vous blesser, là. Non, non, j'ai l'habitude de monter. C'est vrai? Oui. Mesdames et messieurs, Mohamed, l'homme araignée. Tadam! Alors, maintenant qu'on est en haut, on doit redescendre. Aïe, aïe, aïe. Il fait 50 degrés aujourd'hui. C'est la première fois que je vis un 50 degrés Celsius. C'est bien? C'est chez vous? Oui. C'est chez moi. Chez vous? Oui. J'ai vécu 59 ans ici. 59 ans. Quel âge avez-vous? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Bon, ce village s'appelle Romarassen. Romarassen, en berbère, en amazigh, ça veut dire le chef de la tribu, des talons. On dirait que le temps s'est arrêté. Nos ici, ancêtres là. étaient plus intelligents que nous parce qu'ils habitaient là-haut, dans les sommets, dans les grottes acclimatées par la nature. Nous, on n'est pas très intelligents. On est descendus vers l'oued, on risque maintenant l'inondation, on risque tout. Et vous avez fait une découverte quand vous étiez Oui. gamin? Oui. Vous avez découvert parce que quelque j'étais chose? petit et... Comment ça s'est passé? Racontez. Exactement, je passais avec mes petites chèvres et je découvrais dans une cavité sous roche qu'il y avait des peintures. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Quel âge aviez-vous? J'avais 7 ans, 6 ans. Et puis, lorsque j'étais à Tunis, j'ai fait des études d'histoire, de préhistoire, d'archéologie, etc. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'intéressant. Je suis revenu enseigner. J'ai revisité les lieux et j'ai découvert que c'était des peintures rupestres qui dataient du néolithique, c'est-à-dire de 6000 ans. Alors j'ai annoncé ça. Vous avez ici, par exemple, la queue d'un taureau en trèfle. En rouge. Oui, en rouge, en rouge ocre. C'est la couleur des peintures rupestres. De quelle manière cette cavité s'est-elle creusée? Bon, c'est une cavité naturelle. C'est l'érosion éolienne, l'érosion par l'eau et l'érosion chimique, changement de température. Et ensuite, vous avez les deux tableaux. Et Clair, là, on voit les animaux. vous avez ici, donc, un premier tableau. Donc, vous avez le pointillé ici qui représente peut-être les traces, ou les traces surtout des animaux domestiques qu'on voit ici, un asiné, des chevreaux, des moutons peut-être, un chien. Là, au contraire, nous avons notre tableau. Un tableau qui regroupe des bêtes sauvages. Là, vous avez l'autruche. Là, un buffle peut-être. Je regarde autour.
Et je vois pas de... Il n'y a rien pour protéger ce site-ci. C'est ça le problème. Depuis 1987, je ne cesse de demander, de proposer des façons de protection, de mise en valeur. J'ai proposé même de créer un parc archéologique dans la zone, dans ce lieu-là. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réponse. J'espère qu'on aura prochainement. Je vous le souhaite. Ouais. Est-ce que les enfants s'amusent encore dans ce coin-ci? Oui, vous avez un terrain de football ici. Ah, c'est Ils l'ont intéressant. aménagé, ce terrain-là. Oui, vous avez les poteaux. Les poteaux, c'est Ouais, les ce sont palmiers. les palmiers. De quoi vivent les gens ici? Bon, les gens ici, la majorité vivent d'une petite agriculture, d'un petit élevage. Mais la majorité vivent d'immigration. C'est-à-dire, ils quittent pour aller travailler en Europe et partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver, Pour sauver la la ville, je pense, moi, qu'il est nécessaire de valoriser ce qu'on a comme richesse patrimoniale, surtout dans un tourisme culturel qui peut vraiment attirer des promoteurs pour développer ce tourisme, pour créer des parcs archéologiques. Et là, on peut créer des emplois et on peut garder nos enfants ici. Et comment on fait pour vous trouver ici? Bon. On demande autour, on dit Non, il est mais où, Mohamed? Appelez Mohamed ou demandez Mohamed Hedi, tout le monde le connaît. La région du Djebel tunisien souffre d'une aridité qui met les habitants à rude épreuve. Il leur faut faire preuve d'astuce, en mettant notamment en place un système ingénieux pour retenir les eaux de ruissellement, le Jessour. Les gens de Zamour, on les appelle les Amouriens, les Amourais ou les Amoureux? Les Amouriens. Les Amouriens. T'es bien, les amoureux. Hein? Parlez-nous de votre association, l'Association des jeunes de Zamour. Notre association de jeunes de Zamour, c'est une ONG locale. Ce projet a deux objectifs. La première est la conservation de la biodiversité de notre région à travers la réintroduction des espèces locales d'arbres fruitiers qui sont essentiellement le figuier et l'olivier. Le circuit que vous proposez est constitué de plusieurs stations. Oui, cette association illustre le modèle de lutte contre la désertification. Donc, on retient la terre, on diminue l'écoulement. Éliminer l'érosion hydrique de la terre, du sol. Ils viennent sur la terrasse, sur le Jessour, dans le Jessour. L'eau est répartie également sur tous les Jessours. Oui, sur tous les Jessours jusqu'à la dernière. Vous remarquez que ce sont successivement construits l'un après l'autre pour assurer une bonne gestion de l'eau. Afin d'en apprendre davantage sur la culture des peuples berbères vivant ici, je me rends au musée de Tamezret. Merci pour vous de venir chez moi. Je suis heureux de vous voir ici, vraiment. Merci. Comment dit-on merci en berbère? Pour dire merci, c'est très facile à prononcer. C'est Telmirt. Ah, très facile. Telmirt. Telmirt. Ouais. Telmirt. Qu'est-ce qu'un berbère? Un berbère, c'est un originaire, quelqu'un qui est originaire de l'Afrique du Nord. Quelqu'un qui parle la langue berbère. Donc on désigne un berbère par sa langue. Oui, si vous voulez, le nom et le vrai nom, c'était pas berbère, c'est Ima Ziren. Humain comme être humain. Iziren, c'est noble, ou bien libre, homme noble, libre, qui est devenu berbère par les Grecs.
parce qu'ils n'ont jamais parlé la langue berbère, ils n'ont jamais compris, alors c'est étrangère pour eux. Cette écriture, ça s'écrit de gauche à droite et ça ressemble beaucoup à l'écriture grecque. Mais il n'y a pas l'article. Je ne peux pas dire comme en latin, une grotte avec un lit. Je dois dire carrément grotte avec lit. Les Berbères se répartissent comment en Afrique du Nord? Sur toute l'Afrique du Nord. C'était les premiers habitants qui sont à l'origine un peuple indo-européen, c'est un peuple celte comme race. Et leur langue, c'est un mélange de plusieurs langues latines. Terit, vis, lecto. Ce sont les vrais habitants. Ils sont ici depuis combien de temps? Ils sont passés par la religion animiste, la religion juive. Ils étaient christianisés par les Romains et islamisés au 7e siècle. Et c'est pour ça aussi qu'on trouve des petites portes, non seulement pour les chambres et les grottes d'eux-mêmes, avec 3 triangles et 2 mains. Les triangles, ça signifie la Trinité. Et les mains entre les triangles comme ça, c'est les mains de Christ. C'était moi, les mains. Je suis Vous démasqué. demandez depuis c'était qui, hein? Quand on entre dans la cuisine, on s'incline. On s'incline. Obligatoirement, sans savoir qu'on est sous la protection de cette religion. Inclinons-nous. Et voilà. À Mazrette, au niveau de la structure, surtout, on trouve une chose qu'on ne trouve pas ailleurs. On trouve un village qui est sur 3 niveaux, et comme c'était partout, pour les vrais villages aussi. On trouve la forme spirale, si on suit les maisons qui sont alignées, on trouve c'est comme un cercle. Et à l'intérieur de ces maisons-là, il y a des grottes creusées carrément de la roche. À l'intérieur de ces grottes, il y a des tunnels qui communiquent non seulement les maisons entre elles, mais les étages aussi d'eux-mêmes. Ah! Donc ici, il y avait un tunnel. Ici, c'était l'entrée du tunnel qui va passer chez les voisins qui sont parallèles au même niveau de l'autre côté de la montagne. Vite fait, on passe chez eux pour sortir loin des villages. Même si on a beaucoup de touristes, les maisons personnelles, c'est personnel. C'est-à-dire, je peux visiter n'importe quelle maison à Matmata sur la route. Les maisons, si vous voulez, touristiques. Partout, il y a des maisons souterraines. Je peux donner un tel somme, choisir un tel somme, un dinar ou 2 dinars par exemple, comme ça, pour visiter une maison, je filme et je sors. Par contre, chez nous, dans ce village-là, si vous voulez visiter n'importe laquelle, c'est impossible. Parce que pour eux, c'est personnel. Il ne faut pas rentrer l'amitié des autres. Alors ce coin-là, j'ai pensé de le faire comme une maison pour tout le monde. J'ai changé les marches. Vous savez comment j'étais pour monter chez moi, c'est là. Alors j'ai fait les marches de l'autre côté. Tu portes de très belles sandales. Où est-ce qu'on peut se procurer ces sandales-là? Bien, écoute, je les ai fait faire à 12, sur mesure. Et elles sont surtout bien adaptées pour marcher dans le désert. La Tunisie, j'ai fait un premier voyage dans le désert, 1 semaine de randonnée. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Et après, j'ai eu envie de connaître un peu plus de gens autour. Je suis revenue pour me promener toute seule du côté d'Exour, notamment. Et là, j'ai aussi vu des paysages extraordinaires, des gens intéressants. Et petit à petit, il m'est venu l'idée qu'on pouvait montrer tout cela. Donc, par exemple, plutôt que dormir à Matmata dans les hôtels, on va effectivement privilégier des petites structures. S'il y a des maisons d'hôtes autour, on va plutôt choisir des maisons d'hôtes. Voyez, on évite les grands cars parce qu'il est plus facile de rentrer en contact avec une famille quand on est 8, 10 personnes maximum que quand vous arrivez à 40. À 40, vous ne pouvez pas faire ce genre de tourisme. C'est une pièce du décor de Star Wars qu'on trouve à l'hôtel Sidi Driss en Tunisie. C'est en plastique. Ça veut dire que Star Wars, c'était même pas vrai. C'est ici que George Lucas a tourné des scènes de la Guerre des Étoiles. Et les décors sont devenus une attraction touristique très populaire. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour, monsieur. Karim? Oui, enchanté. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. À l'hôtel Sidi Driss. De quel côté c'est Star Wars? Je peux plus attendre. Le Star Wars est tourné ici. C'est de ce côté? Oui, le cours central de l'hôtel. On peut y aller? Oui, on peut aller. Merci. Allez-y. C'est ici? C'est ici. Le cours central où s'était passé le tournage du film Star Wars. C'était en 76, et le dernier en 2000.
Tous les éléments qu'on voit là, les tuyaux, tout ça, ça faisait partie du décor. Partie du décor, oui. Combien de personnes vous accueillez par jour? Entre 1000-1500 clients par jour en haute saison. Mois de juillet, mois d'août. Alors, on va entrer. Au bar là. Bar Mos Eisley Cantina. Bar Mos Eisley Cantina dans le film. C'était le bar de Star Wars. Le bar de Star Wars, voilà quelques photos. Avez-vous de la bière de Star Wars? Bien sûr, on a de la bière, des liqueurs de Star Wars. Est-ce que vous voyez Je vois des photos en haut là. Les photos ici ont été prises, ça a été pris sur le plateau. Voilà. Que la force soit avec toi. Combien de temps a duré le tournage? Bon, le tournage, juste une journée, le 10 septembre. Une journée? Une journée. Ils sont venus 2 mois avant, mois de juillet, ils sont restés ici pour préparer le décor, les portes, le plastique, tout ce que les trucs que vous voyez, tout ça. Donc ils sont venus jusqu'ici pendant 2 mois. Pour tourner, pour une seule journée de tournage. Une seule journée, et je journée, même pas 10 minutes. Karim, je vous demanderais de me prendre en photo. Oui, avec plaisir. S'il vous plaît. Assis, je vais faire ma face de Star Wars. Donc, je veux prendre avec le... C'est bon? Voilà. Merci. Dans le film, est-ce que vous avez un personnage préféré? Un personnage préféré, c'est Jawa. Jawa, j'aime beaucoup. Tu connais Jawa, t'as vu le film? Oui. Jawa avec le... Oh oui. Ouais, c'est... Jabba the Hutt. Jawa. Ça, c'est... Est-ce que je me trompe? Je l'ai vu une fois. J'ai pas vu le film. C'est à Douiret que je passerai la prochaine nuit. Le village est connu pour son impressionnant Ksar citadelle transformé en gîte sur l'initiative des habitants. Merci de nous accueillir. Merci. Marhaba bik. Marhaba bik. Oui, marhaban. Vous êtes né ici? Oui. À Douaret. Je suis née à Douiret. À Douiret. On dit Douiret. Oui. D'accord. Et les gens de Douiret, on les appelle comment? Les Berbères. Les Berbères. On parle la langue berbère. Quelqu'un qui vient vous voir, un minimum de berbère, ce serait bonjour et merci. Comment on leur dit? مثل حالك لاباس؟ Metal halik متى lebes. صحتك؟ Metal sadik. صحتك. Ok, prenez des notes à la maison parce que c'est un peu compliqué. Parlons du Ksar citadelle d'abord. Il date de quelle époque? 900 ans. 900 ans. À quoi ressemblait l'endroit auparavant, avant la restauration? Est-ce que c'était un peu comme à C'est côté? plus abîmé que l'autre partie. C'est plus abîmé que l'autre partie. Vous êtes de Douiret, vous avez créé une association pour restaurer le Ksar citadelle? L'association s'appelle ASNAPED. ASNAPED. ASNAPED, c'est une association sauvegarde nature et protection de l'environnement de Douiret. Dites-moi, au départ, vous n'avez pas demandé l'aide de personne. Vous vous êtes organisé entre vous? C'est l'association, on a organisé ça, c'est les gens du village qui ont a décidé de la restauration. Et vous avez décidé de créer un hôtel? Nous avons créé de faire la résidence ici à Douiret pour qu'elle nous aide à la restauration, c'est-à-dire l'argent qui entre, c'est pour la restauration. Les portes sont petites. Il y a une raison à ça? Ça fait la fraîcheur. Ça fonctionne parce que, oh, on est bien, on dirait que la température vient de descendre de 10 degrés. Dites-moi, comment on construisait ça? De quoi s'agit-il? C'est le tronc d'olivier. C'est le tronc d'olivier? Oui. C'est le plus solide? Plus solide et qui tient les murs et tout ça. Et il y a une pièce au fond? Pièce au fond. C'est la pièce secrète? C'est la pièce des parents. La pièce des parents. Racontez-moi à quoi servait cette pièce. Pendant le mariage, elle reste là mariée 1 semaine là-bas, dans la pièce de... Sans sortir? Sans sortir.
D'accord, la tradition berbère veut que la mariée reste une semaine toute seule. Couvert là, oui, rester là-bas. Et ensuite, ce sera la chambre des mariés. Des mariés. Oui. Et l'espace devant, c'est... C'est pour les enfants. Les éventuels enfants, oui. Je présume, oui. Vous êtes... Et ça, c'est une chambre que les gens peuvent venir habiter? Oui. Oui? Oui. Les gens viennent pour dormir dans les grottes, mais ils viennent aussi pour la vue qui est incroyable. Comment s'appelle cette vallée?